François et son petit train de Saint-Trojan baladent des dizaines de milliers de touristes chaque été sur l'île d'Oléron, jusqu'à la pointe sud, à Montmusson. Un voyage hors du temps entre les forêts de pins maritimes bordées par l'Atlantique. Ce jour-là, il rejoint ses collègues, déjà sur place. Ils sont en train de reculer les quais du terminus en bout de ligne. Et ça, cela fait 60 ans que ça dure. 3, 4, 5, cinquième caisson, ouais. Ouais, il faut qu'on lève légèrement quand même. Cette année, le petit train n'ira pas plus loin. Au fil du temps, le trajet de François est de plus en plus court. La pointe de Montmusson disparaît peu à peu, parce qu'ici, plus qu'ailleurs, la mer monte. On perd chaque année, entre 20 et 60 mètres. 60 mètres, on l'a atteint en 2013-2014. Et puis en reculant comme ça progressivement, on arrive à la fin des années 60 où notre gare était située près d'1 kilomètre au large. Contre la nature, on ne peut pas lutter. Donc on s'adapte. On démonte, on recule, on réaménage et on redémarre au mois d'avril comme chaque année. Là, on fait un bond de 25 mètres en arrière. Le quai est complet. Le quai, les rails, les aiguillages, tout. On modifie le plan de voie. Des centaines d'arbres, des dunes entières sont englouties comme dévorées par l'océan, le temps parfois d'une marée. Selon les spécialistes, cette pointe sud de l'île est tout simplement l'endroit où l'érosion est la plus forte d'Europe. Là où la mer gagne le plus du terrain. Un phénomène naturel que l'homme ne peut maîtriser. Il faut savoir qu'ici, nous avons un très fort courant. Il y a un courant qui nous vient du nord, qui, lorsqu'il arrive tout là-haut à la pointe de Chassiron, au nord de l'île, eh bien, se sépare en deux. Une partie du courant passe à l'est, une autre ici devant nous à l'ouest. Et les deux courants, en fait, à la pointe sud, s'affrontent et grignotent encore plus. François et ses agents ont encore quelques semaines devant eux pour préparer la saison. L'île d'Oléron, 35 km de long, 15 de large. 20 000 habitants à l'année. Une lumière blanche hivernale, pas de touristes. On est loin des plages bondées, des parasols et l'odeur de crème solaire. Les images de cartes postales semblent figées, comme les pins maritimes et les dunes qui la bordent. 100 km de côte au total à défendre pour protéger les habitants, les maisons, la vie insulaire, la vie sur Oléron. Petit matin du mois de mars, en pleine semaine. Seuls les habitués se jettent à l'eau. Elle ne dépasse pas les 12 degrés. C'est le moment préféré de Philippe, jeune retraité. Il surfe tous les jours, surtout l'hiver depuis 45 ans. Et après chaque session, Philippe troque sa planche pour son appareil photo. La mer, les vagues, les tempêtes, l'évolution du trait de côte, il a tout photographié. Des clichés témoins, la mer gagne du terrain. Disons qu'on a pu voir des dizaines de mètres s'en aller au fil de parfois 4-5 ans, en se disant, bon, c'est normal, la mer a toujours mangé.
Mais là, depuis quelques années, on a eu vraiment des marées, des tempêtes qui ont fait reculer la dune d'une force où on s'est dit, mais il se passe quelque chose d'anormal, quoi. Mon souvenir, c'est une session en plein été. On avait du mal à rentrer à pied du spot des Alassins jusqu'au parking de Verbois. Et la dune s'écroulait par pans entiers devant nous. On était à la queue leu-leu, les vagues arrivaient comme ça, on était acculés au pied de la dune. Et les morceaux de sable et les morceaux de dune nous tombaient dessus. Et les vagues nous arrivaient là, quoi. On s'est dit, mais on n'a jamais vécu un truc pareil. Ces témoignages sont pris après chaque session. Une vie insulaire tout en images. Captée aussi, surtout, après chaque tempête, là où les dégâts sont les plus spectaculaires. Là, on voit vraiment le blocos qui dépasse et qui est mangé dessous. Qui tombe, quoi. Qui tombe, qui a plus d'assises. On tourne les pages des étapes successives de l'érosion. Là, on a carrément la possibilité de voir les centaines de mètres avalés par la mer. Et avec ça, des installations comme des routes, les parkings géants des plages. Il y a 3 parkings qui ont été avalés par l'érosion, quoi. Donc là, si on veut vraiment changer les choses, il faut aborder notre contact avec la mer, notre consommation de la plage différemment. Et c'est valable aussi pour les surfeurs. Quand on voit le tableau, routes entières, parkings carrément emportés par la mer, on peut se poser sérieusement une question. L'homme n'a-t-il pas trop joué avec le feu? Pendant longtemps, la société avait conscience des dangers liés au littoral, mais cette mémoire du risque a peu à peu disparu. Surtout après la Seconde Guerre mondiale. Avec le développement de l'automobile, l'apparition des congés payés, tout cela a bousculé l'aménagement du trait de côte. Les hommes pensaient pouvoir maîtriser les éléments. Ça, c'était avant 2010. Cette année-là, la tempête Xynthia fut un électrochoc. Dans la nuit du 28 février, l'Atlantique déborde. Des dizaines de morts sur le littoral, des dizaines de milliers de sinistrés. Oléron est sous les eaux. Sur le petit port de Boyarville, personne n'avait jamais vu cela. Dix ans après, les bateaux du chantier naval ont retrouvé leur place. Pour le patron Mathieu Berbin, il a fallu tout reconstruire après cette fameuse nuit de tempête. Personne, finalement, très peu de gens s'attendaient à ce qu'ici se soit inondé. On pensait plutôt à la côte ouest qui, elle, est ravagée. Nous, on a été vraiment inondés et submergés. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de vagues, pas eu de ressac. En revanche, l'eau est montée et est venue déborder et passer par-dessus les quais. Des digues anti-submersion ont été construites sur tout le littoral. La prise de conscience fut générale, collective et individuelle. Les gens ont appris à vivre avec le risque. Donc ici, voilà, ça c'est le niveau de Xynthia, qui était quand même déjà très exceptionnel. Donc là, on a rajouté plus de 20 cm et on peut considérer que ça c'est en plus, mais c'est une protection supplémentaire. Donc oui, les gens considèrent qu'ils sont plus en sécurité qu'avant. Si le petit port de Boyarville est maintenant protégé, ailleurs le littoral continue d'être attaqué, rongé par la mer. Comme ce jour-là, après un gros coup de tabac, la plage ressemble à un véritable champ de bataille. On voit bien le travail de la dernière marée. Ici, pas d'enrochement, pas de digue. Sur ces sites naturels, les agents de l'Office national des forêts privilégient la méthode douce. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors vous en êtes où? Ça se passe bien, on a commencé le chantier là. D'accord. On a commencé les alignements et puis là on commence à planter. Après on ira plus On loin. voit que la couverture a bien été recouverte par le sable, c'est bien tassé. C'est bien tassé. Donc la plantation devrait bien se passer. On fait des plantations d'Oya pour tenir le sol. L'Oya, c'est une plante qui est fabuleuse, qui a un système racinaire qui se développe énormément et qui va permettre de fixer ce sable. Une partie de notre travail, c'est justement de protéger l'arrière-pays en fixant cette dune. On a donc cette plantation d'Oya, mais aussi la couverture. Polo, marche, aïe.
On a Sébastien qui est avec ses chevaux, qui va transporter de la couverture pour fixer aussi le sable. Et une autre méthode, c'est des ganivelles brise-vent qui vont arrêter le sable aussi, le permettre de nous faire grossir une dune si on en a besoin. Les agents de l'ONF sont les gardiens de la dune, cet ultime rempart face à l'océan. Un patrimoine naturel à préserver de toute urgence. Nous sommes dans un phénomène d'érosion. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, sans doute parce que les fleuves ne charrient plus assez de sable, du fait de leur aménagement déjà. Donc beaucoup moins de sable qui arrive. On a tendance aussi à aller chercher du sable en mer. Hein, ça aussi, ça fait que notre stock de sable diminue. On s'est aperçu aussi que la houle avait tendance à augmenter. Alors quand on a des grosses marées comme ça, eh bien évidemment, ça vient taper dans le stock existant, ça l'emmène. Et au printemps et en été, on a beaucoup moins d'arrivées de sable, ce qui fait qu'on est dans ce phénomène d'érosion. Un peu plus au nord, de l'autre côté de l'île, un drôle de manège tourne depuis quelques jours. Un balai de pelleteuses. Ici, c'est une autre stratégie qui est déployée. Des tonnes de sable capturées à des endroits où il y en a trop sont dispatchées sur d'autres où il en manque. Là surtout, où les habitations sont à quelques mètres de l'océan. Je pense que malgré la puissance des engins, c'est complètement vain. Une tempête, un coup de vent, un peu de clapot, tout partira. Et je suis persuadé que de toute façon la mer ne s'adaptera jamais, elle continuera. Et ça sera à l'homme à travailler, peut-être bien un jour à reculer le trait d'habitation. Le trait de côte bougera, je pense que le trait d'habitation, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais devra bouger aussi. Des habitations directement menacées, il y en a 511 qui ont été identifiées. Elles sont toutes sur la commune de Dolusse-de-Léron, sur la côte ouest de l'île. Elles sont toutes construites en dessous du niveau de la mer. Donc il n'y a bien qu'une entrée. Et là, on végétalise. Par là. En termes de circulation, ça fluidifie. Ce ne sera pas comme cet été. Ah non, si ça va à tout le monde. Ouais. Alors après, la question, c'est. Parce que là, quand on parle de toilettes sèches, c'est est-ce que c'est plus intelligent de la mettre ici ou de la mettre plutôt à l'autre parking? C'est la question. Face aux élus locaux, deux associations de riverains se battent pour avoir leur mot à dire sur la préservation, l'aménagement de leur littoral et leur maison, juste derrière. C'est du camping, hein. Oui, c'était des vignes. Ces résidences qui sont là, une partie d'entre elles sont issues de tout un héritage, un patrimoine familial. Parce que des gens sont arrivés au début du XXe siècle, donc il y a eu une transmission, il y a eu des histoires de famille, il y a eu des mariages, il y a une vie de famille, il y a des malles entières de photos en noir et blanc et sépia qui racontent les premiers pas ici. Donc ça, on ne peut pas le rayer d'un trait de plume en disant « bon bah là c'est fini, vous partez ». Pourtant, entre les habitants directement concernés et leurs élus, ce n'est pas toujours le grand amour. Les désaccords sont nombreux. Bon, alors regardez comme c'est beau. Comme des installations prévues sur ces dunes pour la saison estivale. Les riverains redoutent une fragilisation de cette barrière naturelle qui protège leur maison. Là, c'est pas compliqué. On n'est plus dans des problèmes de submersion, on est dans des problèmes de disparition. Il y a un manque d'entretien. L'hiver précédent, quand il y avait des avis de tempête annoncés, je regardais systématiquement la lune, le coefficient, les heures de marée. J'avais toujours à l'étage des gilets de sauvetage, de quoi boire. Je sais que je suis un peu prévoyante, mais ayant vécu dans des pays outre-mer où il faut prévoir en cas de cyclone une radio, des piles, etc. Oui, je m'étais préparée. J'avais aussi une corde à l'étage et on dormait tous à l'étage les soirs de tempête. Et c'est vrai que je dormais pas très bien. Anne et sa famille vivent juste derrière la dune. C'est vrai que mon fils pose la question parfois, qu'est-ce qui se passe si finalement la mer vient et qu'on ne peut plus vivre ici? Lui, il n'a pas envie de partir. Il a grandi ici, il va à l'école depuis la maternelle ici, il est au collège ici. Mon deuxième fils était scolarisé ici également. On n'a pas envie de bouger d'ici et on ne se sent pas non plus menacé tant qu'on aura ce rempart de la dune. Les dérèglements climatiques
L'érosion commence à peser sur le moral des habitants du littoral. Certains commencent même à sérieusement se poser la question, partir ou rester vivre au bord de la mer.